souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Et comme à l'habitude, je suis accompagnée de ma collègue Marie Froux. En forme, Marie-Ève? Oui, très bien, toi? Oui, ça va très bien. Donc, après cet hiver interminable, le temps est maintenant venu d'entretenir le terrain. Donc, c'est le temps. Là. On peut commencer peut-être à tous ceux et celles qui veulent planter des fleurs. C'est le temps de commencer. Là. Puis avant de planter les fleurs, il faut bien sûr sortir la terraille pour la pelouse. Oui, absolument. Donc, si on veut avoir une pelouse verte et dense, tout l'été, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. C'est ça, on peut commencer tout de suite. Là. Et c'est sûr que lorsqu'on parle de terrain, inévitablement, on parle du problème des vers blancs. Oui, qui est récurrent chaque année. Donc, on va voir un peu la problématique et savoir si on peut faire quelque chose dès maintenant ou s'il faut attendre un petit peu plus tard dans la saison. C'est ça. Puis je pense aussi que par rapport aux vers blancs, on ne peut plus mettre n'importe quel pesticide. Il y a des règlements qui sont rentrés en vigueur il y a quelques années. Il y a un nouveau code qui est rentré en vigueur en 2003 et juste concernant l'utilisation des pesticides. Donc, que ce soit aussi pour l'entretien de notre pelouse, les mauvaises herbes, tous les indésirables. On ne peut plus utiliser n'importe quoi, donc ça devient un petit peu difficile et justement, de plus en plus de personnes font affaire avec des entreprises spécialisées dans l'entretien de pelouse plutôt que d'essayer de chercher les bons produits. Et puis aussi, parfois, il faut être de plus en plus patient parce que les produits sont peut-être moins, on ne dira pas moins efficaces, là, mais sont moins forts parce que justement, sont plus biodégradables. Exactement, c'est ça. Donc, on va regarder quelles sont les options, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement avoir un terrain et une pelouse verte et peut-être écologique aussi. Oui. Et on va parler aussi de la climatisation de la maison. Donc, on le sait, là, l'été va arriver, donc on veut avoir de l'air frais à la maison. Puis tu vas nous dire aussi qu'il y a 3 sortes, on le sait, de climatisation, murale, centrale ou la thermopompe. Puis en fait, on va vraiment voir le côté que la climatisation, elle apporte une plus-value à la maison. À la maison, c'est ça. Donc oui, pour le confort, tous les propriétaires aimeraient avoir une climatisation, surtout en temps de canicule, mais c'est bien de savoir que c'est un investissement qui peut être je ne sais pas si on peut dire rentable, mais en fait, c'est sûr que lorsqu'on choisit d'acheter une maison, si on a une maison qui a la climatisation, par exemple, centrale versus une maison qui n'en a pas, bien, on va peut-être plus pencher vers... On peut voir tout de suite les avantages d'une maison comme celle-là, surtout si la différence de prix est pas très grande, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de constater que ça a une plus-value. Parfait. Donc, on va commencer tout de suite avec le terrain, l'entretien du terrain. Oui. Donc, je me suis entretenue avec le groupe Verdure qui m'a donné des conseils, justement, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi les premières étapes à faire lorsque la neige quitte nos... Oui, lorsque la neige n'est plus présente. Puis, en fait, la toute première étape, c'est vraiment de racler le terrain. Souvent, on se demande ce qu'on racle, ce qu'on racle pas. Et selon lui, c'est vraiment selon le spécialiste, parce qu'ils ne font que ça, ils ont une expertise en pelouse. Et la première étape, c'est vraiment de racler le terrain. On enlève les petites roches, le gravier, tout ce qu'on trouve, les feuilles. Il faut tout enlever ce qu'il y a sur la pelouse. C'est ça, donc les déchets aussi qui se sont accumulés, qui la neige a caché. Donc, oui, exactement. Mais en fait, on parle de racler, mais il ne faut pas arracher le gazon parce que c'est sûr que le gazon a été abîmé par l'hiver. Ça a été difficile. Souvent, l'hiver tue aussi le gazon. Donc, on n'arrache pas, on y va délicatement, mais pour au moins enlever toutes les détritus qui sont sur la pelouse pour vraiment l'aider à reprendre la force pour la belle saison. Puis, seulement avec l'aide d'un râteau, on peut très bien le faire. On ramasse les cailloux, on les met dans l'entrée. Ça, on le fait tout seul à la maison, pas besoin d'un expert nécessairement pour ça. Non, exactement. On peut très bien le faire soi-même. Puis, ensuite, c'est sûr que c'est de vérifier au niveau du terrain si on peut enfoncer un crayon aisément dans le sol. On parle d'une profondeur d'environ 10 cm. Si ce n'est pas possible, c'est là qu'on va parler d'aérer le sol. Parce qu'il est compacté, donc il faut l'aérer pour vraiment l'aider. Exactement. Puis en fait, il existe, on parle beaucoup des aérateurs qui forment des carottes qu'on appelle, ça fait comme des trous dans le sol. Mais le spécialiste avec lequel j'ai parlé ne conseillait pas de faire ça parce qu'il dit quand on fait des trous dans le sol, les endroits aussi qui sont clairsemés, ça laisse la place aux indésirables comme les mauvaises herbes. C'est par là que ça pousse. Donc, il semble qu'il existe des nouveaux outils sur le marché qui permettent d'aller aérer le sol. Sans nécessairement faire des trous. Sans faire un trou à la surface. Fait que ça rentre creux dans le sol, ça fait le trou à même le sol, mais quand ça ressort, ça laisse pas des trous partout. Donc, il semble que c'est ça. Moi, c'est certain que les spécialistes sont équipés pour ça. C'est à savoir si exactement où on en trouve, probablement dans des places spécialisées. C'est ça, pour le son, si jamais on veut le faire. Oui, lui, il parlait que c'est comme un type de cuillère, en fait, qui fait ce type de travail-là. Puis, donc, la deuxième étape, puis ensuite, bien sûr, c'est de semer.
le plus tôt possible, à mesure que le sol ne gèle plus. On ensème le gazon, les endroits où c'est que le gazon est mort, justement, on en remet. Parce que plus la pelouse va être garnie, moins il va y avoir de place pour les indésirables comme les pissenlits qu'on ne veut pas vraiment qui attirent les abeilles. Qui attirent les insectes aussi. Les trèfles aussi, oui, exactement. Donc, idéalement, on essaie... Puis, de garnir partout, là. Oui, exactement. Donc, on en met... généralement, il faut en mettre au printemps et même à l'automne qui conseille. Donc, on est généreux. Oui, il faut être généreux là-dessus. Et même qui recommandait que souvent, on retrouve sur le marché le pâturage de Kentucky, qui est souvent le graminé le plus utilisé, mais ce n'est pas nécessairement le mieux. C'est pas le meilleur? Non, parce qu'il semble que il soit quand même assez, difficile, si on peut dire. Là. Puis d'un, ça l'attire les vers blancs, parce que les vers blancs adorent le pâturage de Kentucky, chose qu'on n'en veut pas chez soi. On va parler un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. Mais il parlait vraiment de mélanger des sortes de semences, comme par exemple, on a le Pathfinder, le Oxford, qui sont bons aussi. OK, on peut les mélanger ensemble. En fait, on peut utiliser du pâturage Kentucky, mais l'idéal, ce qu'on dit, c'est de ne pas utiliser une seule sorte. Comme ça, au moins, on garnit bien le terrain, puis on utilise plein de semences qui sont... C'est beaucoup mieux pour avoir... On fait une espèce de mix maison. Exactement. Puis aussi, on parle de rechercher un gazon qui contient des endophytes, qui sont des champignons bénéfiques qui repoussent les prédateurs, donc qui vont s'attaquer au feuillage du gazon. Donc, et aussi, un élément important qu'on m'a informé, c'est vraiment de s'assurer de la fraîcheur des semences, des graines. Parce que parfois, on peut acheter un lot qui date de l'année suivante, mais ça va être moins bon, ça va moins pousser. Donc, ça va être moins bénéfique là, pour notre gazon. Donc, on vérifie la date de péremption. Exactement, pour que ce soit le plus frais possible. Puis, en fait, comme on a parlé, en fait, j'en ai parlé un petit peu, le fameux ver blanc qu'on appelle le hanneton européen. Indésirable. Oui, qui apparaît, on voit au printemps, mais en fait, le cycle du hanneton, c'est sur 12 mois. C'est vraiment à l'année. Puis, on me disait que le printemps, ce n'est pas du tout le moment de s'attaquer à ces problèmes-là. Non, parce qu'en fait, au printemps, c'est les larves qui remontent à la surface pour se nourrir. Après ça, ils vont redescendre pour maturer, si on peut dire, pour devenir des adultes. Puis après ça, ils vont ressortir plus à la fin, c'est en juin, juillet, pour s'accoupler. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment le moyen pour s'en débarrasser, c'est à ce moment-là. Donc, si on aperçoit des larves sur notre terrain, plus fin juin, juillet. Donc, si on aperçoit des larves sur notre terrain actuellement, il faut être patient. Donc, on les laisse comme ça. On peut rien faire. Oui, on ne peut rien faire. Puis c'est sûr que, bien sûr, cet indésirable attire d'autres indésirables, comme la moufette et le raton laveur, qui sont des fervents... Qui aiment ça, oui, ils aiment beaucoup. Donc, ils creusent des trous. Ça ne fait pas des très belles pelouses, là, mais idéalement, comme on me disait, c'est vraiment il y a un produit, en fait, qui se vend maintenant en vente libre. Qu'on peut mettre pour le moment. Mais pas pour le moment. En fait, il faut attendre à la bonne période parce que si on le met actuellement, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment prendre son mal en patience. Puis endurer ce qu'il y a, mais au moins pour les autres années, parce que c'est sûr que c'est un problème qui est récurrent. Donc, on attend à fin juin, juillet. Il y a des spécialistes qui peuvent nous aider à s'en débarrasser parce qu'il semble qu'eux autres sont vraiment bien équipés. Oui, pour vraiment le faire au bon moment parce que si on n'applique pas le produit au bon moment, c'est comme si on n'avait rien fait. L'effet ne sera pas son meilleur, donc ça se pourrait que ça revienne. Donc, puis en fait, une chose que j'ai su aussi, c'est que des entreprises comme Verdure qui font l'entretien de pelouse, ils font vraiment des contrats à l'année. Par exemple, tu ne veux pas avoir à t'occuper de ton gazon. On ne parle pas, bien sûr, de la tonte. Hein. La tonte reste toujours au propriétaire. Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir chaque semaine tondre ton gazon. Ça peut se faire, mais ce ne sera pas ce type d'entreprise-là. Mais qui vont venir, par exemple, l'ensemencier, qui peuvent venir racler pour enlever les détritus. La mauvaise herbe aussi. Oui, qui peuvent vraiment tout s'occuper pour vraiment avoir maximiser les chances, en tout cas, d'avoir une pelouse qui est dense et verte toute l'année. Mais de plus en plus de gens font affaire à ce type d'entreprise-là parce que, maintenant, avec le nouveau code de gestion pour les pesticides, ça devient un petit peu plus difficile d'avoir une belle pelouse. De savoir des mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'on prend. Exactement, qu'est-ce qu'on plus un peu des essais-erreurs, tu ne sais pas trop quoi utiliser. Et même, c'est pas que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a moins de pesticides, mais c'est que souvent, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il faut être patient, endurer. Quelqu'un qui n'aime vraiment pas avoir des mauvaises herbes sur ce terrain ou les pissenlits qui poussent un peu partout. Alors, juste cette entreprise-là me disait qu'ils ont 120 000 clients au Québec, puis d'année en année, de plus en plus de gens, font affaire avec des spécialistes qui, eux, savent vraiment comment
comment entretenir ta pelouse. Puis en fait, ils ont aussi des consultations. Ce qu'ils offrent qui est bien, c'est des consultations qui... Souvent, c'est gratuit. Bien, en fait, ils offrent un deal. Eux autres, par exemple, on ne voulait pas me parler de prix, mais on voit des publicités un petit peu partout. C'est 19,95 par mois, mais on s'engage pour les 4 prochaines années à faire affaire avec eux. Donc, on s'entend que ça coûte environ... c'est 240 $ par année. Ils viennent à la maison pour entretenir le gazon. Il y a aussi une vingtaine de consultations qui viennent avec. Comme par exemple, on a un problème. Parce on peut les appeler, puis ils vont venir à la maison pour essayer de venir régler le problème. Ça peut être une solution pour bien des gens, mais c'est sûr qu'encore là, tout le service se paye. Alors, c'est de savoir si ce qu'on veut pour avoir... C'est ça, de magasiner, de voir à quel point que... Si ça dépend peut-être du terrain aussi. Si on a un terrain qui est plus petit, c'est peut-être pas nécessaire. Oui, en fait, le prix que j'ai mentionné, c'est pour un terrain d'en bas de 5 000 pieds carrés. Donc, OK, d'accord. Si on est plus grand, faut penser des extras. Oui. Puis en fait, c'est sûr que quand on magasine dans des endroits spécialisés, on peut obtenir plein de bons conseils aussi pour l'entretenir, du problème qu'on peut avoir. Exactement. Pour l'achat des semences, pour tout. Donc, je pense que c'est bien de vraiment s'informer, d'aller dans des endroits spécialisés plutôt que d'aller dans des magasins grande surface. Oui, absolument. Donc, merci Mariette pour tous ces bons conseils. On va passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. Pierre Rousseau pour le Groupe Verdure, la compagnie de fertilisation numéro 1 au Québec, avec 25 succursales. Alors, si je peux me permettre de vous donner quelques conseils pour avoir un beau gazon au printemps, tout de suite après le dégel, il s'agit de faire passer un bon râteau à feuilles sur votre gazon, faire de l'ensemencement. Le secret pour avoir un beau gazon au printemps, c'est de faire un bon ensemencement. Et puis, utiliser les bons engrais, donc les engrais verdure qu'on fait à 4 reprises durant la saison. Ensuite, on contrôle le mauvais herbe avec des produits qui sont bio. C'est des biopesticides qu'on utilise, donc les produits qui sont légaux dans chaque ville. Pour avoir un beau gazon, c'est sûr, au printemps ensuite, il s'agit de faire l'aération du sol à l'automne ou au printemps, afin que ce soit fourni, faire un ensemencement aussi à l'automne. Ensuite, si possible, de laisser vos feuilles là à l'automne, puis les ramasser seulement au printemps. Il y a un mythe qui dit qu'il faut les ramasser à l'automne pour ne pas les laisser en dessous de la neige, mais idéalement, il faudrait les laisser là, puis les ramasser au printemps. Alors, on a aussi un système d'appel de service que le client peut nous appeler si jamais il y a des mauvaises herbes ou quoi que ce soit, parce que nous autres, on passe aux 4-6 semaines. En passant aux 4-6 semaines, ça peut arriver que quand on a passé, que les mauvaises herbes sortent du gazon. Alors donc là, il faut nous appeler. On a un système d'appel de service sans frais qui est là. Il faut nous appeler. Au bout de 48 heures, on vous envoie le camion sur place qui refait les traitements de mauvaises herbes ou des insectes sans frais. Sur un gazon, il peut avoir des fois des petits ronds jaunes qui apparaissent en juillet quand on est en sécheresse. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 du gazon. Ça se trouve être la punaise de céréales. C'est un insecte qui est piqueur-suceur et qui rend votre gazon jaune, sec. Donc, il faut vraiment nous appeler quand vous voyez des apparitions de ronds jaunes sur votre terrain. Il faut nous appeler, on vient et on fait le traitement que ça doit d'être fait. Il peut aussi y avoir des plaques jaunes qui se forment à partir de, on va dire, mois d'août. Ça peut être aussi des dégâts de ver blanc. Le ver blanc, c'est un insecte vulgairement appelé le barbeau quand il est adulte. Alors, la larve du barbeau va manger la racine du gazon. Puis c'est à ce moment-là que le gazon, il se trouve à plus avoir de racines, donc il meurt totalement. Il faut tout refaire le terrassement. Donc, il faut vraiment être à l'affût des problèmes puis nous appeler parce que c'est des appels de services qui sont sans frais. On vient, on fait ce qu'on a à faire, on applique les produits qui sont disponibles dans votre ville pour essayer de contrôler la punaise de céréales et de contrôler le ver blanc. Je me présente, Frédéric Paradis, directeur des opérations de la succursale de Verdure de Laval. J'ai l'honneur et plaisir de vous annoncer que tous les techniciens qui travaillent chez Verdure au Québec sont tous certifiés CD4. Ce qui veut dire, en étant certifié CD4, on veut offrir le meilleur service à la clientèle possible. L'environnement nous l'oblige, on a respecté l'environnement. Qui plus est, tous les techniciens qui travaillent pour V-Extermination en gestion parasitaire sont aussi certifiés CD5. Tout ça dans le but pour vous offrir le meilleur service à la clientèle. On a aussi maintenant, depuis 2 ans, une division qu'on appelle V-Extermination pour les araignées, les fourmis, fourmis charpentières, tout ce qu'il y a d'insectes à l'intérieur d'une maison. On va jusqu'aux souris, les rats, l'automne, la fourmi de pavé, on contrôle tout ça.
Maintenant, on a nos certificats. On peut aller travailler chez vous sans problème avec les villes. De retour à Tendance Immo. Bon, maintenant, Marie-Ève, on va rentrer à l'intérieur de la maison. On va parler de la climatisation. Oui. Il faut les installer bientôt. L'été. Oui, on pense déjà aux prochaines canicules qui s'en viennent. Puis on se dit, on aimerait ça être à la climatisation cet été. Absolument. Donc, tu vas nous parler des sortes qu'il y a sur le marché. Donc, c'est ça, on avait parlé au début de l'émission, les murales, centrales ou la thermopompe. Oui, en fait, il y a différents choix de types de climatisation qu'on peut installer à la maison, mais en fait, la chose importante, je pense, c'est vraiment de mentionner que c'est ça apporte une plus-value à la maison, la climatisation. Parce qu'en fait, comme des spécialistes qui me disaient que une climatisation, que ce soit... c'est sûr que l'idéal, c'est central, parce que c'est central, c'est dans chacune des pièces. Tandis que, par exemple, mural, bon, ça va être seulement dans la pièce ça va être surtout dans la pièce que c'est installé. Thermopompe, ça a d'autres avantages parce que ça permet le chauffage en même temps. Mais... par exemple, il y a certaines personnes qui vont préférer de beaucoup avoir une climatisation dans la maison que d'avoir un spa ou une piscine. Okay. C'est des gens, des fois, qui vont penser plus à installer la piscine, ça apporte une plus-value, mais il y a d'autres personnes qui n'en veulent pas. Tandis que qui va refuser d'avoir une climatisation? Pratiquement personne. Parce qu'en fait, on parle du confort. Fait que ça passe avant les loisirs, avant toute chose. Donc, puis c'est sûr qu'encore là, une climatisation, bon, ça peut être un investissement. Une climatisation centrale, ça peut coûter jusqu'à même, j'ai un 15 000 $, mais ça peut certainement être plus élevé encore. Parce que si on tente d'installer une climatisation centrale dans une maison déjà existante, par exemple un cottage sur 2 étages, bien, il faut faire passer les conduits jusqu'en haut. Donc c'est un peu plus complexe. Là. Oui, c'est complexe. Donc, ce qui est complexe, c'est coûteux. Mais c'est sûr que, bon, ça peut être intéressant de savoir si ce type d'investissement-là va rapporter. C'est sûr que c'est intéressant, oui. Mais c'est sûr qu'encore là, si on investit 15 000 $, on ne peut pas exactement dire qu'on va avoir un retour de 15 000 $. On ne va pas nécessairement augmenter le prix de notre maison de 15 000 $ parce qu'on a installé une climatisation de ce montant-là. Je comprends. Mais ça peut peut-être pencher la balance pour quelqu'un qui hésite entre deux maisons, climatisation versus spa, par exemple. Peut-être tu pourrais... Puis, en fait, justement, comme je disais, au niveau de la climatisation centrale, ça peut être très, très bien quand, par exemple, on veut se faire construire une nouvelle maison, d'y penser dès le départ. Ou encore une maison qui est déjà existante, mais que le sous-sol n'est pas terminé. C'est plus facile de l'installer. C'est une grosse machine, c'est une grosse installation qu'on doit faire au sous-sol. Donc, c'est plus facile si, par exemple, le sous-sol n'est pas terminé parce qu'on n'a pas besoin de faire des trous partout. Mais il y a d'autres options pour permettre d'être confortable cet été. La climatisation murale, comme tu as mentionné, la climatisation murale, c'est vraiment à partir du mur. Puis donc, tu as le condenseur qui est à l'extérieur qui permet de refroidir la pièce, généralement la pièce dans laquelle il est situé. Peut-être que ça peut se rendre plus loin, non? Je ne sais pas si la maison ça peut se rendre plus loin, mais encore là, tout dépend de la force, du climatiseur. En fait, sa force se mesure c'est le rendement énergétique de la climatisation. Donc, pour l'obtenir, on divise la capacité de l'appareil en BTU par sa puissance en watts. Puis, le résultat doit être égal ou supérieur à 9. Plus le chiffre est haut, plus son rendement énergétique est efficace. C'est efficace. Mais c'est sûr qu'il faut savoir qu'il y a des climatiseurs qui sont aussi énergivores. Oui. Parce qu'il y a certains vendeurs qui pourraient dire, par exemple, que une thermopompe qui va également chauffer va nous amener des économies en termes de chauffage qui va faire en sorte que ça va quasiment limiter le coût pour la climatisation. Il faut faire attention, le confort, ça se paye. Non, c'est ça. Fait que là, à vérifier si vraiment ça va absolument rien coûter, bon, c'est sûr que ça dépend parce que la thermopompe, c'est intéressant parce que ça chauffe en hiver, mais ça chauffe jusqu'à une certaine température maximale à l'extérieur. S'il fait moins 30, tu ne pars pas à la climatisation, tu vas fonctionner à l'électricité ou au gaz pour ton chauffage. Mais je ne sais pas exactement c'est quoi. Je pense que c'est jusqu'à moins 10 que tu peux utiliser la thermopompe. Là, ça va être plus rentable que d'utiliser tes plates électriques. T'sais. OK. Jusqu'à moins 10, oui. Oui, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant, mais encore là, c'est ça, si on a un hiver qui fait moins 30 tout le temps... c'est peut-être pas une bonne option. Là. Non, mais c'est à voir vraiment. Je pense que ça peut être quand même intéressant de vérifier les différentes options. C'est sûr que, bon, le climatiseur mural versus la thermopompe versus la climatisation centrale, il y a des différences de coûts. On parle entre une thermopompe puis un climatiseur mural, on parle d'un 500 $ de différence. Mais encore là, il y a des gammes. Il y a toujours dans chaque chose, il y a des gammes. Il faut faire attention.
faut y aller selon notre budget, comme on dit souvent à l'émission aussi. Oui, mais aussi vérifier. Il semble qu'il y a un marché. Il faut faire attention aussi dans la climatisation murale, dans la climatisation, parce que si on ajoute un produit bas de gamme, c'est un produit qui va nous servir moins longtemps. Si on a des problèmes avec, il va faire défaut. Puis là, s'il faut faire venir quelqu'un pour le réparer, parce que tu peux pas vraiment sortir ta machine, il faut que tu fasses venir quelqu'un à la maison. Donc, c'est ça engendre beaucoup de coûts. Oui. Donc, il faut faire attention. Idéalement, on conseille vraiment de faire installer un climatiseur par des frigorifiques. Ce qu'on appelle, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés, qui détiennent une certification pour la pose de ce type d'appareil-là et non pas des électriciens ou des OK. Donc, c'est vraiment faire attention. Il y a vraiment des spécialistes parce qu'il faut que ce soit bien installé aussi pour éviter qu'il y ait des problèmes. C'est ça, qu'au final, c'est mal fait, puis que l'air sort pas. Puis que, oui, après ça, il faut causer des problèmes d'humidité aussi, toutes sortes de choses. Donc, il faut faire quand même attention. Puis également aussi, si par exemple, il y a des bris, il faut être en mesure de pouvoir réparer avec des pièces qui sont disponibles ici sur le marché. Donc, généralement, les grosses compagnies, ils vont obtenir des appareils qui vont être facilement réparables. Donc, on va obtenir facilement des pièces de rechange. Fait qu'il faut vraiment faire attention dans ce qu'on achète. Absolument. Puis, en fait, c'est ça, on me disait qu'au niveau des gens qui installent les frigoristes, là, on me disait qu'il y avait un spécialiste dans le domaine qui me disait qu'il y avait 75 des installateurs dans le domaine résidentiel qui n'ont pas de carte de compétence. Je ne sais pas si c'est vraiment... C'est une opinion, qui n'ont pas de certification. Je n'ai pas vérifié si vraiment... En fait, c'est son opinion à lui, mais je trouvais ça plus que la moitié, donc des personnes qui vont... Il faut faire attention, pour installer ça par le voisin, pour installer ça. Ça reste que c'est un appareil qui est à la maison, puis on ne veut pas que ça cause d'autres problèmes. C'est ça, mais c'est sûr que, par exemple, dans un appartement, on peut l'installer nous-mêmes. On se déplace dans ce qu'on installe dans la fenêtre. C'est ça, c'est sûr que... C'est ça pour les portables, c'est ça. Exactement. Mais aussi, justement, tu parles d'appartement ou de condo. C'est pas la même chose qu'une maison, mais il faut faire attention, par exemple, pour les condos, même pour les appartements, parce que parfois, il y a des normes en termes pour le bruit. Surtout dans les condos. Un climatiseur mural, le condenseur est à l'extérieur. Donc, ça fait un plus de bruit. Le thermopompe aussi. Donc, il faut vérifier s'il y a des restrictions, si on a le droit d'installer ça versus quelle grandeur on peut installer, parce que plus il est gros, plus il va faire du bruit, probablement. Donc, il faut s'assurer, avant d'installer quelque chose, un appareil quelconque, bien, que ce soit correct. C'est ça, parce que là, c'est sûr que si on est déjà installé, puis qu'on nous dit que finalement, on n'a pas le droit. On ne va pas l'enlever, hein, donc... parce mauvaise que surprise. Oui, en effet, c'est pas des bonnes nouvelles dans ce temps-là. Absolument. Donc, Maria, il y a aussi une autre information dont tu veux nous parler. Oui, en fait, c'est vraiment qu'avant d'acheter un climatiseur, c'est important de vérifier de calculer la puissance de l'appareil dont on a besoin. Parce que, comme toute chose, si on achète un climatiseur trop grand, ça va nous coûter plus cher. Donc, c'est comme un peu une perte d'argent parce qu'on n'a pas besoin d'aussi grand pour refroidir une pièce. C'est pas nécessaire, là. Non, comme par exemple, si on l'installe dans le salon, même si c'est à air ouverte avec la cuisine, on calcule la dimension de la pièce, en fait, à air ouverte, et non pas la dimension, la superficie totale de la maison, parce que c'est pas toute la maison qui va être refroidie avec le climatiseur. Donc, on se base sur vraiment la pièce dans laquelle c'est. Et de cette façon-là, on peut vraiment calculer quand on va voir les spécialistes. Oui. Donc, on arrive avec les dimensions, on va chez les spécialistes, puis ils peuvent nous dire exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Comme par exemple, on parle d'un bungalow moyen. Puis en fait, on parle toujours d'un climatiseur mural. On pourrait avoir besoin d'un climatiseur de 12 000 BTU qui pourrait très bien faire l'affaire. On parle d'environ 3 000 $ pour ce type de climatiseur-là. Donc, oui. Alors... c'est vraiment de savoir quels sont nos besoins, de déterminer la capacité à refroidir. Parce qu'en fait aussi, un climatiseur, ça fonctionne, par exemple, on veut refroidir à 19 degrés en été. Bon, si par exemple, dans la pièce où est installé le climatiseur, la température est rendue à 19 degrés, mais dans la chambre, il fait encore 26, bien, il va arrêter pareil. Fait que ça ne se rendra pas. Fait que ça ne sert à rien de prendre plus gros. C'est ça, ça va... Parce que c'est dans la pièce dans laquelle il est. C'est ça, ça ne va pas se déplacer. Non, c'est ça. Donc peut-être qu'à ce moment-là, si on veut vraiment refroidir toutes les pièces, ce serait peut-être mieux d'opter pour la centrale. Oui, qu'il y a des conduits dans chacune des pièces. Ça, ou des fois, ça peut être impossible d'installer des modules dans différentes pièces. Oui, ça peut se faire. Je ne sais pas trop comment que ça fonctionne, mais je sais que c'est possible. OK. Donc, en espérant que le soleil arrive vite pour qu'on puisse
profiter de la climatisation. Donc, on va faire un petit retour sur l'émission d'aujourd'hui, Marie-Ève, si tu le veux bien. On a parlé justement de l'entretien de son terrain qui est très important et tu me disais qu'il faut le faire. On peut commencer dès maintenant parce que là, il n'y a plus de neige. Là. Exactement. Le plus tôt, c'est mieux parce que là, c'est le temps d'ensemencer le terrain pour avoir, avant qu'il fasse trop chaud. Donc, ça peut être intéressant vraiment de le faire tout de suite, de se renseigner quelles sont les étapes à faire pour avoir une belle pelouse cet été. On aime tout passer du temps dehors. L'hiver est tellement long que... On va en profiter au maximum. Oui, c'est plaisant d'avoir un beau terrain. C'est ça. Puis on a parlé aussi de la problématique des vers blancs. Oui. Malheureusement, tu nous informes qu'il faut attendre. Il faut attendre jusqu'à la fin juin, qu'on peut pas, on peut rien faire maintenant. Présentement, non. Il n'y a malheureusement rien à faire plutôt que de prendre son mal en patience, si on peut dire, mais aussi, il y a peut-être moyen de vérifier si vraiment il y a la problématique. On peut justement soulever une parcelle de terre pour savoir à quel point est-ce que le problème est important. C'est ça. Donc, si on en voit juste quelques-uns... faut pas paniquer, là. Non, faut pas paniquer, là. Puis si on voit qu'il y en a beaucoup trop, on peut faire affaire avec des spécialistes qui vont vraiment qui vont nous régler le problème. Parce qu'ils ont les outils vraiment faits pour ça. Donc, et c'est ça. Puis on avait fini l'émission avec la climatisation de la maison. Donc, il y a les 3 choix, murale, centrale ou la thermopompe. Donc, exactement. On y va avec notre budget puis qu'est-ce qu'on a besoin vraiment. Oui. Parfait. Merci, Marie-Ève. Et comme à chaque semaine, on peut te lire dans l'Écho de Laval. Oui, qui sera publié ce mercredi. Parfait. Merci beaucoup. À la maison, je vous dis à la semaine prochaine.